Pour nous, c'était par convention, hein. On a déterminé dans ce type de travail que les bonnes pratiques, c'était celles qui suivaient les modes officiels et actuels de calcul de la fertilisation azotée. Et qui après appliquaient la dose calculée, quoi. C'était pour nous, c'est vrai que c'est restrictif, mais dans la démarche des campagnes reliquat algues vertes, c'est sur cette base-là qu'ont été choisies les parcelles de référence. Donc pour nous, la bonne pratique, c'est on suit la bonne méthode et on l'applique. Et qui la détermine? Ah ben, il me semble qu'il y a le GREN, il y a des travaux qui sont en cours depuis les années 90. On a fait une journée récemment Autrement dit, sur donc c'est bien là, MH. c'est dans un cadre de recherche que c'est élaboré, c'est ça? C'est et réglementaire. Il y a C'est des la règle. références qui ont été élaborées, mais alors depuis les années 60, hein, Ma question est peut-être on bête, hein, travaille sur, on travaille sur cette méthode du bilan, sur les méthodes de raisonnement de la fertilisation. Tout ça a progressé petit à petit. En 2001, c'est devenu réglementaire avec la directive nitrate. Et aujourd'hui, dans le cadre du GREN, on a encore mis un cran en plus sur l'aspect, pas verrouillage, mais officialisation des méthodes. C'est cette méthode-là qu'il faut appliquer et pas une autre, quoi. Donc c'est par convention, c'est ça. Et c'est-à-dire que après, parmi les bonnes pratiques, il y a évidemment des tas d'autres bonnes pratiques, même si on se restreint que à l'aspect azote, hein, qui sont au niveau des choix de rotation, je vais en parler, mais aussi des couvertures des sols en hiver. Donc Bertrand en a largement parlé. Donc voilà. Bertrand va en parler. Il en a déjà parlé, il va encore en parler en plus. Donc voilà pour les bonnes pratiques, c'est-à-dire que là-dedans, il y a une part effectivement de conventionnel dans ce qu'on appelle bonnes pratiques. D'accord. Après, mesure directe. La réponse est non. Je vais faire court. Je ne crois pas que demain, on ait un machin qu'on plante dans le sol et qui nous dise combien il y a de reliquats. Maintenant, je peux me tromper, il y a peut-être d'autres qui ont un autre avis chez moi. Donc là, c'était court. Sur les rotations, effectivement, on a des données assez riches, finalement, même très riches, je pense, sur l'ensemble de ces reliquats, puisque en gros, en moyenne, on a 7000 reliquats par an depuis 5 ans, 6 ans maintenant, mais la 6e année n'est pas terminée de dépouiller. On a sur chaque parcelle l'année N-1, l'année N-2, l'année N et l'année N+1. C'est-à-dire qu'on a quatre années, 4 cultures. Pour chaque reliquat, on est capable de les inscrire dans une rotation. Donc on a travaillé sur l'analyse des résultats au regard des types de rotation. Hein, notamment Anne Guézingard a beaucoup épluché, c'est pas le mot, c'est pas très sympa pour elle, mais analysé, disons, ces résultats. Et on est capable aujourd'hui de hiérarchiser des rotations. Pour une rotation type, de dire si c'est mieux de faire, par exemple, maïs-blé, est-ce qu'il vaut mieux faire maïs-maïs, blé-orge, par exemple, ou bien maïs-blé, maïs-blé. Bon, aujourd'hui, on sait que si on fait alterner le plus possible récolte d'été et semis de printemps, c'est ce qui permet d'avoir le plus possible de couverts végétaux. Et on arrive à mesurer dans nos résultats un effet positif sur les fuites d'azote. Ça, on arrive à le dire. On sait quand on introduit des prairies dans la rotation. Hein, on sait que là, on va faire un progrès. On est capable pour chaque étape de la rotation, de déterminer en moyenne quel est l'impact. Donc une prairie, c'est quand on va la casser, il y aura un impact fort, mais sur 3 ou 4 ans de prairie, on va rattraper un peu le retard. Ça va dépendre des années également, parce que l'année où le drainage commence très tôt, il y aura moins d'impact favorable de la prairie ou des couverts végétaux. L'année où le drainage commence beaucoup plus tard, on aura un impact très fort des prairies ou des couverts végétaux. Donc, on a tous ces éléments-là. Hein, il faudrait 2 jours après d'exposer pour les énoncer. Réaliser
par la DRAF, tout à fait en collaboration avec la Chambre régionale. Donc sur tous ces résultats interannuels depuis 2010, il est téléchargeable sur le site de la DRAF et vous retrouverez notamment sur les rotations, sur l'impact sur les couverts, voilà. Donc si ça vous intéresse, vous pouvez télécharger ce document qui a été envoyé après à différentes structures, mais voilà, vous pouvez le télécharger, c'est peut-être plus facile d'ailleurs à consulter. Voilà, excusez-moi. Et j'en profite pour... Par rapport au matériel d'épandage, donc moi je suis équipé d'une tonalisier avec une rampe d'épandage qui épand sur 15 mètres. C'est pas le top c'est l'épandillard. Moi je suis équipé avec un voisin. L'épandillard, ça voudrait dire faire venir l'entreprise parce que c'est trop coûteux pour investir personnellement sur ce type d'équipement. Ce qui est à prescrire sur l'épandage de lisier sur blé, c'est la bûche classique qu'on voit à chaque fois à la télé. Là, celle-là. Bon, la rampe, c'est bien, on peut faire du bon boulot avec. Plus que l'équipement, après, ça va être les conditions dans lesquelles on fait l'épandage qui sont importantes. Et ça c'est très important. Bon, c'est le métier d'agriculteur. Hein. Le métier d'agriculteur, il doit observer la météo avant de faire ses interventions, que ce soit des traitements, quand il fait du foin. Pour l'épandage de lisier, c'est la même chose. On choisit nos périodes. Hein. Il faut que le sol soit suffisamment ressuyé, mais il ne faut pas qu'il fasse trop sec non plus. S'il y a 15 jours de sec derrière, c'est pas du bon boulot. Donc la semaine dernière, on a eu une très bonne fenêtre météo. Moi, j'en ai fait fin de semaine dernière. On a eu de l'eau le week-end qui a suivi. Le lisier est assimilé par le sol. Aujourd'hui, on peut passer sur les parcelles, on se rend même peu compte qu'il y a eu l'épandage. Donc, plus que l'équipement, c'est les conditions et puis la pratique de l'agriculteur qui est importante. La difficulté souvent quand on travaille en entreprise, c'est que l'entrepreneur vient quand il a le temps et pas forcément quand il faut. C'est pour ça que j'ai fait ce choix-là d'être équipé individuellement. Non, on ne peut pas mesurer l'azote présent dans le sol, comme l'a dit Daniel. Par contre, il y a un certain nombre de techniques et un développement important de techniques qui permettent de connaître de mieux en mieux le statut azoté de la plante et qui permettent donc un meilleur pilotage en cours de culture de la fertilisation. Et qui sont accessibles aux agriculteurs sans passer par le laboratoire. Oui, c'est ça. Oui. Aujourd'hui, on s'aperçoit qu'il y a beaucoup d'écarts entre les sols, entre des sols qui sont labourés et des sols qui ne sont pas labourés, ou une prairie par exemple. Il va y avoir des écarts importants en termes d'activité biologique, en termes de biomasse, de vers de terre, ou ce genre de choses. Donc je pense que ce sera intéressant qu'on ait des indicateurs à ce niveau-là. Parce que je pense qu'un sol vivant est un sol qui est plus apte premièrement à retenir l'eau, et plus le sol va retenir l'eau, plus il va retenir les nitrates. Vous savez que les nitrates sont en solution dans l'eau. Donc je pense que c'est une voie de progrès, quoi. Après bon, c'est un peu personnel, hein, mais quels sont les vôtres? Vous, quand vous observez un sol, c'est quoi vos indicateurs pour dire il y a de la vie, il n'y a pas de vie? Je vous l'ai dit tout à l'heure, quand je passe mon doigt sur la terre, je vois des vers de terre. D'accord. Et ça, c'était pas comme ça avant. Ok. Donc ça peut être déjà l'indicateur. C'est un indicateur, oui. D'accord. Ok. Juste sur la question du conseil, je réponds en Oui. 3 mots. La partie conseil est prépondérante, plus que les primes. Les agriculteurs ont besoin d'avoir des conseils très très pointus, très avisés. Donc je pense qu'il faut que les conseillers en sachent plus que les agriculteurs. Et dans le conseil... dans le conseil, il faudra toujours prendre en compte le volet environnemental et agronomique et le volet économique. Tout à l'heure, on parlait des reliquats. Que les reliquats d'azote soient faibles, ça a sûrement un intérêt environnemental, mais il ne faut pas perdre de vue qu'on doit continuer à produire pour tirer du revenu. Donc c'est important de bien toujours combiner les deux.